Vous le savez, ce Covid-19 est tout à fait singulier. Il a provoqué une pandémie avec un bilan humain catastrophique. Il a un génie évolutif imprévisible. En fait, c'est une toute nouvelle maladie qui a au maximum 4 mois et qu'on ne connaît pas, encore. On commence à connaître et ça reste encore très imprécis. Autant sur le plan épidémiologique, on ne sait pas comment cette épidémie évolue. Ça varie d'un pays à l'autre et ça n'a pas de logique habituelle. En plus, sur le plan individuel, la symptomatologie est très variable puisque ça va de l'asymptomatique à la grippette, à la forte grippe, au syndrome grippal, voire au syndrome digestif. C'est tout à fait imprévisible. Et le plus imprévisible, c'est l'aggravation qui peut être subite, qui peut être grave, qui peut aboutir à la mort. On a déterminé des facteurs de comorbidité qui favorisent la gravité, mais on sait aussi qu'il y a des personnes qui n'ont aucun facteur de comorbidité et qui se trouvent avec une complication très grave, voire la mort. Donc, puisque c'est une maladie mortelle, en fait, on dit que c'est de l'ordre de 0,01% de la population, entre 0,1 jusqu'à 2% de la population atteinte, des gens qui sont malades. Le meilleur moyen d'apprécier, bien qu'il soit aussi imprécis, c'est la mortalité par million d'habitants. Ça permet de comparer un petit peu les pays. Et on voit qu'en Belgique, c'est là qu'on a le plus fort taux. Taïwan, c'est là qu'on a le moins. L'Algérie, on voit bien que c'est très variable. On ne comprend pas trop. On peut suggérer qu'il y a la qualité des soins qui intervient, le système de soins. C'est vrai que dans les pays où il y a un meilleur système de soins, mais il n'y a pas que le système de soins. On voit bien que la France est mal lotie, alors qu'elle est censée avoir une bonne qualité de soins. On voit la Grèce qui a le système de soins le plus dégradé d'Europe, qui est l'un des meilleurs taux, qui avait seulement 10 personnes par million d'habitants. Cela veut dire qu'il y a d'autres facteurs que le système de soins. On a pu en impliquer quelques-uns, en particulier la rapidité de réactivité des pays par rapport au confinement. Les pays qui ont confiné très vite, qui ont fermé leurs frontières, ont permis d'avoir moins d'atteintes, moins de morts. Mais il n'y a pas que ça. On peut citer l'Algérie. Nous avons de très bons chiffres, l'Algérie et l'Afrique en général, et on ne sait pas vraiment pourquoi. C'est vrai qu'on a confiné tôt, ça a intervenu, mais il y a forcément d'autres facteurs. Peut-être que la chaleur joue un rôle, peut-être qu'il y a encore d'autres facteurs qu'on ne connaît pas et qu'il faut trouver. C'est pourquoi il faut savoir que j'ai fait une petite revue de la littérature, j'ai été sur PubMed et j'ai retrouvé un nombre considérable d'études qui ont été publiées en seulement 4 mois. En moins d'une semaine, il y a eu plus de 300 études en plus. Là, on se retrouve ainsi au jour d'aujourd'hui avec 6 831 études concernant l'infection Covid-19, concernant la santé de la femme et la grossesse en particulier. J'ai retrouvé 103 études. Et parmi ces 103 études, il y en a 13 qui concernent le travail et l'accouchement. Alors, il y a une étude qui a attiré particulièrement mon attention en tant que professionnel de santé de la femme, en tant qu'obstétricien en première ligne en consultation d'obstétrique. Je ne pouvais pas passer devant cette étude que je voulais vous faire partager. C'est une étude qui a été publiée au New England Journal of Medicine. Elle a été publiée le 13 avril et elle concerne donc des femmes en travail. Ils ont fait une PCR systématique, ça se passe à New York, hein. Ils ont fait une PCR systématique de 215 parturientes admises pour accoucher. 4 parmi ces 215 avaient des symptômes Covid et la PCR a été positive. Chez toutes les autres, il n'y avait aucune symptomatologie. Et pourtant, 29 d'entre elles
étaient asymptomatiques et avaient une PCR positive. Cela veut dire que dans cette étude, 88% des PCR positives étaient asymptomatiques. Ça veut dire que potentiellement 90% des PCR positives donc, étaient contaminantes sans qu'on pouvait les détecter. Donc, elles peuvent contaminer d'autres patients, d'autres personnes, elles peuvent contaminer le médecin qui peut, lui, contaminer tout le monde. Donc, nous devons, nous, en tant que professionnels de santé, face donc, à nos consultations, faire très attention. Parce qu'il n'y a pas que les symptomatiques et on peut tous les jours recevoir des asymptomatiques qui peuvent nous contaminer, qui peuvent contaminer les patientes qui sont dans le cabinet et tout leur entourage. Voilà. Donc, à partir de là, il faut des précautions au cabinet médical. Évidemment, il y a les consignes habituelles d'hygiène, ça c'est très simple, on les voit partout. Ce sont les lavages fréquents des mains, eau et savon ou gel hydroalcoolique, tout en sachant que l'eau et savon, c'est encore mieux que le gel hydroalcoolique, le masque, les gants jetables et évidemment, après chaque patient, nettoyage du lit d'examen, du clavier de l'échographe, des surfaces exposées et des sondes d'échographie après chaque passage de patiente. En plus, il faut la désinfection fréquente des poignées de porte, du bureau, des chaises, des claviers, d'ordinateur. Parce que c'est une infection, on le sait, qui peut être aussi manuportée. Pas seulement par les gouttelettes, pas seulement en discutant. Il y a aussi, depuis peu, l'apparition du problème des climatiseurs parce qu'on pense que les climatiseurs sont un facteur d'aggravation, sont un facteur de contamination. Peut-être pas le climatiseur en lui-même, mais par le fait de la ventilation. Donc, ça fait les petites gouttelettes là, qui font effet un petit peu d'aérosol et qui peuvent passer donc dans l'air et contaminer ainsi d'autres personnes. Donc, les recommandations à afficher à l'entrée du cabinet, il faut nous protéger, nous, pour ne pas qu'on contamine les autres, et il ne faudrait pas que des patients contaminantes, asymptomatiques, en contaminent d'autres. Donc, aucun accompagnant avec la patiente, aussi bien dans le cabinet de consultation que dans la salle d'attente. Principe de précaution, on prend le moins de risques possible. Il faut autant que possible, bien sûr, favoriser les téléconsultations. On les fait tant bien que mal. Là, je suis en train de reprendre évidemment les recommandations du Collège français d'échographie et du Collège national des gynécologues obstétriciens français qui ont fait des recommandations communes. Et ils les ont faites le 15 mars et puis ils les ont mises à jour le 6 avril parce qu'il y a tous les jours de nouveaux faits et de nouvelles choses qui apparaissent et on s'adapte. Bien, nous, en Algérie, on est obligé aussi de s'adapter à la situation algérienne. On essaie d'adapter ces recommandations à notre réalité, à nous aussi, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire aussi, qui sont faites ailleurs. Les patientes qui se présentent un syndrome grippal, en principe, on ne doit pas les examiner. Si on sait à l'avance qu'elles ont une fièvre, une toux ou un syndrome grippal, on doit soit retarder leur rendez-vous d'une quinzaine de jours, ou si elles arrivent fébriles, on ne les examine pas, on ne les reçoit pas parce qu'il y a le risque de contamination et des autres et de nous-mêmes. Donc, et s'il y a un examen à faire, on les oriente vers le circuit Covid, puisque maintenant, dans les hôpitaux universitaires, entre autres à Alger, il y a un circuit Covid. Et ce circuit Covid existe aussi ailleurs en Algérie. Enfin, les patientes qu'on examine, on leur recommande de se présenter avec un masque. Elles se protègent de nous, parce que nous aussi, nous pouvons être asymptomatiques et être contaminants, et on se protège d'elles parce qu'elle aussi, elle peut être asymptomatique. Donc, comment, là, absolument, il faut organiser le cabinet. Donc, on travaille dans des conditions tout à fait anormales, tout à fait particulières, exceptionnelles. Donc, il faut essayer de passer le moins de temps possible à l'intérieur du cabinet ou au bureau avec la patiente. Moins on a de contact, plus on diminue le risque de contamination. On doit absolument respecter les règles de distanciation, dans le cabinet en particulier, mais aussi à l'accueil et en salle d'attente. Il faut privilégier, c'est ce qu'on essaye de faire toujours, l'attente en dehors du cabinet,
quitte à ce que les patients restent dans leur voiture et on les appelle par téléphone portable quelques minutes avant l'examen. À l'entrée, au niveau de l'accueil, on met à disposition de la solution hydroalcoolique. Donc, avant d'entrer dans le cabinet, elle se lave les mains avec la solution hydroalcoolique ou à défaut avec de l'eau du savon. Mise à disposition dans la mesure du possible de masques pour les patientes ne présentant pas de masque. C'est vrai qu'il y a un problème de disponibilité de masques, mais là, actuellement, il y a quand même un peu moins de tension. Et on remarque déjà que beaucoup de patients viennent avec des masques. Et bon, il faut qu'on arrive à se débrouiller suffisamment de masques pour au moins les mettre à disposition à celles qui n'ont pas de masque. Donc, procéder au lavage des mains, solution hydroalcoolique avant l'entrée de l'examen, le port du masque pour les praticiens et le personnel. Bon, le changement 2 à 3 fois par jour, ça peut être un peu difficile pour l'instant parce qu'il reste encore une tension sur cette disponibilité. Mais on essaye de s'arranger pour nettoyer les masques. Il y a différents tutoriaux sur Internet par différentes sociétés savantes qui nous montrent comment on peut nettoyer les masques et les réutiliser. Enfin, on doit limiter aussi, puisque c'est manuporté, puisque les gouttelettes peuvent se retrouver au niveau des papiers. Donc, limiter les échanges manuels de documents. Donc, soit travailler avec des gants, bien sûr, donc les dossiers, tout ça, ou favoriser la transmission par mail, autant que possible, ou bien sécuriser des résultats d'examen. Maintenant, là, bien sûr, je ne parlerai pas du règlement du paiement, puisque nous ne pouvons disposer que de l'argent en espèces. Donc, je ne parlerai pas du paiement sans contact ou avec carte bleue. Concernant les examens échographiques en gynécologie et en obstétrique, bien sûr, on maintient les échographies d'urgence, donc là, toutes les symptomatologies aiguës, les suspicions de GU, l'exploration carcinologique, bien sûr qu'on les maintient, mais on reporte, si possible, de plus de 2 mois, les échographies gynécologiques non urgentes, ainsi que les échographies dites de fertilité. D'ailleurs, tout ce qui concerne la fertilité doit être retardé. Les recommandations de toutes les des principales sociétés savantes mondiales, autant les Schrock, la CRM que d'autres, recommandent de ne plus faire d'assistance médicale à la procréation donc pendant cette période. En tout cas, on évite l'échographie, à part certains cas très urgents, préservation de la fertilité ou âge avancé des patients. Bon, bref. Maintenant, concernant les échographies obstétricales, on maintient les échographies du premier trimestre. Bien sûr, c'est très important, entre 11 et 13 semaines et 6 jours. On maintient les échographies du deuxième trimestre, entre 20 et 24 semaines et 6 jours. Et on maintient bien sûr les échographies du troisième trimestre. On maintient par contre aussi les échographies à visée diagnostique ou en cas de pathologie materno-fétale. Et là, on le fait à la fréquence que nécessite la pathologie. Et là, on ne lésine pas sur le nombre d'échographies si cela est nécessaire. De même, pour les grossesses gémellaires, les recommandations habituelles sont maintenues autant pour les bicoriales que les monocoriales. Eh bien, voilà. Donc, pour le cabinet médical, nos recommandations, on pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez. Et sans plus attendre, on passera à la communication du professeur Mujtah concernant obstétrique et Covid. Lui qui est chef de service et qui a un service Covid de référent en Algérie. À toi, professeur Mujtah.